Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. Épisode au cours duquel nous allons nous intéresser à l'amélioration de la mise en réseau territorial des acteurs pour lutter contre l'illettrisme. Un sujet pour lequel j'ai le plaisir de recevoir monsieur Arnaud Léniel. Bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes adjoint à la chargée de mission cohésion sociale, culture, éducation, politique de la ville, vie associative. Vous êtes aussi chargé de projet prévention et lutte contre l'illettrisme. Suis-je complet ? Alors, simplement en quelques mots, donc, nous sommes au secrétariat général pour les affaires régionales. Donc, c'est l'état-major du préfet de région. C'est une forme de cabinet dans lequel on a des conseillers thématiques. Et donc, nous sommes une petite équipe qui appuie le préfet, les services de l'État, en lien et en coordination avec les partenaires publics pour la mise en œuvre de l'action publique en Hauts-de-France. Est-ce plus au chargé de prévention et lutte contre l'illettrisme auquel je m'adresse, ou bien à l'adjoint à la chargée de mission, ou aux deux, ou peut-être les deux seraient-ils imbriqués ? Les deux sont impliqués et j'ai même envie de dire c'est une clé d'entrée dans nos services puisqu'effectivement l'illettrisme a une dimension transversale très forte. Dans notre portefeuille, nous avons une attention particulière aux questions d'éducation, aux enjeux d'inclusion sociale, à l'accès à la culture pour tous, mais on imagine aussi très rapidement dans les questions d'illettrisme des liens avec la formation, avec l'insertion professionnelle, ce qui signifie qu'on travaille très étroitement en lien avec nos collègues qui suivent plus particulièrement ces sujets-là. Je crois que nous parlons là des missions du SGAR, le secrétariat général pour les affaires régionales. C'est quoi, Arnaud, le SGAR ? Alors oui, je disais, c'est un service d'appui au préfet de région. Alors il y a souvent deux dimensions que moi je mets en avant. C'est ce format cabinet, c'est-à-dire c'est un conseil, c'est un appui pour l'action du préfet, ses déplacements, ses rendez-vous, ses entretiens, les éléments qu'il a à avoir à connaissance, la préparation de ses déplacements, et puis lui apporter également un appui dans l'animation, dans la coordination des services qui sont sous son autorité. Ce qui signifie par exemple que de notre côté, dans la mission politique de cohésion avec le volet culture, nous travaillons beaucoup avec la direction régionale des affaires culturelles. Pour donner un exemple, il s'agit notamment d'identifier les grands projets culturels de la région, les sujets à enjeu qui nécessitent un arbitrage du préfet. Et donc nous sommes en lien à la fois avec la direction et sous l'autorité du préfet. Je rentre un tout petit peu plus maintenant dans le thème du podcast que nous enregistrons, dont je rappelle l'intitulé « Comment améliorer la mise en réseau territorial des acteurs pour lutter contre l'illettrisme ». Peut-on, Arnaud, commencer avec des éléments de contexte avant de s'intéresser un tout petit peu plus tard au projet Défi Illettrisme qui en découle très certainement ? Alors, on disait il y a quelques instants à quel point c'était une question transversale. Il y a en Hauts-de-France une alerte particulière sur le sujet de l'illettrisme, puisque nous sommes la région de France métropolitaine la plus touchée par le phénomène. On est à une moyenne de 11%, ce qui signifie qu'il y a à peu près 400 000 personnes de la région qui sont touchées. À titre de comparaison, c'est 7% à l'échelle nationale. Il n'y a que les départements et les collectivités d'outre-mer qui sont davantage touchés que nous par ce phénomène. Ce qui signifie que dans la région, le préfet de région a une sensibilité particulière sur ces questions-là, puisqu'elles vont influer sur de nombreuses politiques publiques sous son autorité. Ce qui a conduit il y a quelque temps, donc si ma mémoire est bonne, on était à l'automne 2018, ce qui nous a conduit à étudier de près la possibilité, dans le cadre d'un appel à projet, de se saisir d'un défi d'action publique. La délégation interministérielle à la transformation publique, donc qui est un service de l'État, avait initié auprès des administrations un appel à projet qui nous permettait de signaler une politique publique pour laquelle on avait identifié un défi. C'est-à-dire qu'on savait que l'action publique, elle, permettait d'agir face à une problématique, mais elle ne permettait pas de résoudre l'ensemble du champ. Ça signifie qu'on avance, mais peut-être pas assez, peut-être pas partout,
Et donc on s'est saisi de cette opportunité pour présenter notre situation régionale en matière d'illettrisme, avec l'appui de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment à double sens, c'est-à-dire que c'est vraiment la région Hauts-de-France qui a porté la problématique de l'illettrisme comme une question qui ne concerne pas que notre région, mais c'est aussi notre région qui se saisit d'une problématique qui la concerne encore plus. Et donc on a présenté un diagnostic de la situation en Hauts-de-France, un défi d'action publique qu'on a identifié autour de plusieurs axes. Alors c'est d'abord et avant tout le repérage des personnes en difficulté, puisque ce sont des personnes qui cachent souvent leurs difficultés, qui ont la plupart du temps un sentiment de honte ou une inquiétude dans l'idée même de dévoiler cette difficulté. Et puis, après ce repérage, c'est aussi prendre conscience, notamment pour nous, acteurs publics, et je pense que dans le cadre d'un podcast dans l'environnement du C2RP, c'est d'autant plus audible pour les acteurs professionnels, il y a la question de l'accompagnement, puisqu'il y a des dispositifs qui permettent d'accompagner les usagers, mais il faut qu'on puisse renforcer leur accès à ces dispositifs, renforcer notamment leur parcours durant la formation. Et ça, c'est un enjeu très fort. Et le troisième axe de ce défi qu'on avait identifié, c'est notamment peut-être l'évolution à terme, l'adaptation aux situations individuelles des contenus de formation. Donc ça rejoint beaucoup de réflexions en cours, je pense, dans la région et pas que dans la région sur la formation. Il y a la question des outils, il y a la question de l'accès aux outils et des formats d'animation de la formation. On a entendu 2 chiffres à l'instant. Dans la région Hauts-de-France, 11% de la population se trouve confrontée à l'illettrisme, alors que nationalement, ce sont 7% qui sont concernés. Et est-ce que l'on peut prendre un petit instant pour creuser ce sujet de la population dont on vient de parler, d'un point de vue, par exemple, démographique, si je puis m'exprimer ainsi ? Alors, il y a d'abord plusieurs idées reçues, et c'est vrai que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme communique sur ces aspects-là pour bien faire comprendre que c'est souvent une difficulté cachée. Puisque le portrait robot des personnes en situation d'illettrisme, il est quelquefois à rebours de la première impression, du premier abord qu'on peut en avoir. Ce sont souvent des personnes de plus de 45 ans, qui vivent la plupart du temps en zone rurale. Il y a plutôt une surreprésentation masculine. On est à peu près dans les mêmes proportions que les 45% que je viens d'évoquer dans toutes les régions. Et ça n'est pas forcément que des gens éloignés de l'emploi, puisque le chiffre qui est souvent une alerte pour nous tous, c'est qu'une personne sur 2 en situation d'illettrisme est en emploi. Ce qui signifie que ça pose non pas simplement une question d'accès à la formation et à l'emploi pour des demandeurs d'emploi, mais ça pose aussi de nombreuses questions qui sont liées, je pense, à la sécurité au travail notamment, et à la façon dont se déroulent certaines activités. Donc il y a un enjeu public qui est à dimension assez forte, et qui va aussi probablement impliquer les secteurs professionnels, et ça fait partie des échanges que l'agence a au niveau national et qu'on a de plus en plus dans les régions. Arrêtons-nous justement sur cet enjeu. Nous parlons de mobilisation des acteurs du territoire, de mise en réseau de ces mêmes acteurs. Quelles en sont les représentations et quelles en sont les manifestations, s'agissant bien évidemment de l'enjeu dont on vient de parler? Alors l'enjeu territorial, on peut nous l'aborder, et c'est comme ça que l'appel à projet nous a aussi quelquefois aidé à avoir une approche nouvelle, c'est qu'on se met à la place de l'usager. C'était une attente d'ailleurs dans cet appel à projet. Co-construire avec l'usager des solutions expérimentales. On s'imagine quelle est la situation réelle vécue par l'usager. Donc l'approche territoriale et le maillage des acteurs, c'est de savoir où sont ces personnes, qui sont les interlocuteurs qu'elles rencontrent et comment se passe leur vie quotidienne. Concrètement, quelqu'un qui, dans les démarches de sa vie quotidienne, est en difficulté avec les savoirs de base, en lecture et en écriture, va être bloqué pour retirer de l'argent à un guichet, comprendre le courrier qui lui est adressé. Et donc on a déjà dans ce premier regard sur le document une difficulté, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a forcément du coup en lien avec ces difficultés une projection géographique qui est beaucoup plus limitée. On estime en gros que la plupart des personnes qui sont en situation d'illettrisme ne peuvent pas se déplacer très loin de chez elles. Alors je ne sais pas quel est le kilométrage moyen qu'on peut imaginer, mais selon l'environnement, en zone rurale ça peut être très vite réduit. En zone urbaine, malgré la densité des transports, ça peut également quelquefois être simplement le quartier, le lieu de connaissance. Et on sait du coup que l'approche territoriale, c'est de se dire,
Si on veut innover, si on veut savoir quelles solutions sont adaptées aux usagers près de chez eux, il faut qu'on aille dans un environnement très précis, un terrain, une agglomération, une intercommunalité dans laquelle on va essayer de réunir des acteurs qui sont présents pour mesurer quelquefois quelle est la réalité de l'accès physique à des lieux d'accompagnement. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples ? Alors oui, j'allais y venir. C'est vrai que cet appel à projet qui a été le point de démarrage de ce projet nous a amené à définir un terrain d'expérimentation. On avait imaginé au départ, nous, un territoire plus large et on a recentré au fur et à mesure vers plusieurs communes de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe. On est dans l'Avesnois, on est allé à Maubeuge, à Fourmies, et on a identifié différents terrains d'expérimentation qui sont certains quartiers, des acteurs de proximité et des organismes de formation qui sont présents. Et donc ce sont plusieurs communes, j'ai envie de dire une dimension territoriale très limitée en termes géographiques pour se mettre à la place de l'usager qui doit se déplacer pour accéder au lieu de formation. Et c'est donc ce qui a donné lieu à la constitution du défi illettrisme. C'est effectivement cette démarche-là qui, au fil des différentes étapes, nous a amené à inviter différents partenaires. Moi, j'avais tendance à parler d'un cercle, j'ai envie de dire, opérationnel au plus près du terrain et des acteurs, notamment nos partenaires institutionnels, qu'on continuait à associer dans un comité de pilotage, si on veut le faire en format administratif. C'est un peu comme ça qu'on le dit d'habitude, ce qui signifie qu'on a par exemple des organismes de formation présents dans les communes dont on parle, tout simplement, dans les réseaux de formation, l'INSTEP, ID Formation, le Greta également qui sont présents. Vous avez pour nos services de l'État les équipes de la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe qui connaissent très bien le territoire. Vous avez une association très bien connue dans l'Avesnois et qui fait un travail remarquable qui est Mots et Merveilles. Et vous avez un écosystème de partenaires, les référents de formation qui sont gérés par le conseil régional, des interlocuteurs de proximité au sein de la fédération des centres sociaux. On a également des partenaires au sein du conseil départemental dans son unité d'action sociale. Et quand on évoque ces questions territoriales, ça nous amène aussi à regarder notre propre organisation en tant que service public. On a eu dans nos groupes de travail des interlocuteurs qui sont aussi des interlocuteurs de terrain. Et ça, c'était quelque chose de très important pour nous. C'est être en capacité à savoir comment on pilote nos dispositifs, mais comment on permet aussi aux acteurs de terrain de s'exprimer sur la réalité de leur pratique. Très bien, nous en savons plus. Quant aux acteurs, nous avons éclairci l'enjeu dont il s'agit. Quelles sont désormais les pistes et solutions qui sont abordées pour l'élaboration du prototype dont nous parlons depuis quelques instants ? Oui, et c'est vrai qu'on évoquait les acteurs. On a un panel en fait de représentation et un panel d'acteurs de l'accompagnement social, de l'accompagnement professionnel, puisque je ne l'ai pas évoqué, mais on avait aussi des contacts avec la mission locale du secteur. On avait des centres communaux d'action sociale, une agence Pôle emploi qui ont été partie prenante de ces discussions, ce qui signifie qu'on s'est réunis avec des acteurs de terrain en leur demandant de nous signaler, en imaginant les parcours, ce qui était bloquant et les leviers qu'on pouvait identifier pour améliorer le parcours des utilisateurs. On a un travail qui a été mené par étapes avec différents ateliers. On commence par identifier des exemples de parcours ou des personnes qui ont été rencontrées. Alors, en design de service, on appelle ça des personas. C'est l'entrée par la définition du parcours de la personne avec ses caractéristiques. Et nous, du coup, on s'est appuyé sur des personas qui, en réalité, sont des personnes rencontrées. Elles n'étaient pas présentes, mais c'est un retour de la part des professionnels de certains traits de parcours ou de caractère ou d'expression qui sont justement issus du réel. Et donc cette méthode nous a permis d'avoir une solution qui identifie le besoin de transformer le point de contact du quotidien. Ce qui est revenu de la part de tous nos acteurs, c'est de se dire mais on rencontre des personnes alors que vous nous dites que c'est difficile de les repérer. Donc ce prototype, ça doit pouvoir nous permettre de faire de cette rencontre un accompagnement qui démarre le premier jour. Si on détecte une difficulté, on doit pouvoir être outillé, être appuyé et proposer une première solution à cette personne. On évoquait tout à l'heure les difficultés d'exprimer en fait cette difficulté face
à la lecture et à l'écriture. Si la barrière tombe et que la confiance s'instaure, la personne va par contre avoir besoin, entre guillemets, d'être rattrapée. C'est-à-dire que c'est « je lâche ce bouclier, mais accompagnez-moi ». Et c'est comme ça qu'a démarré la construction du prototype. C'est de se dire, ayons en tête de garder un chaînage vertueux, si j'ose dire, et de proposer un accompagnement au plus près du terrain et le plus rapidement possible. L'autre aspect que nous ont donné les professionnels, c'était la question de l'autonomie, puisque dans l'accompagnement social et dans l'accompagnement socio-professionnel au sens large, il y a souvent la question de faire à la place de l'usager. Vous avez un usager en difficulté, il y a une urgence à résoudre, vous faites au plus vite et au mieux. L'objectif reste malgré tout de rendre l'usager autonome face à ses démarches et face aux besoins qui sont les siens et face à son parcours. Et donc la question était de se dire, si on veut imaginer une solution innovante, il ne faut pas que ce soit une autre manière de faire à la place d'eux. Et donc l'idée, c'est d'avoir un prototype qui soit un accompagnement par étapes et qui permette d'orienter au mieux pour la suite du parcours. C'est-à-dire qu'on ne continuera pas à faire à la place de la personne. Il y a un aspect qui est important et qui est souvent ce que nous disent notamment les acteurs sociaux, c'est que c'est difficile quand vous avez beaucoup de personnes qui viennent au guichet de réussir à détecter et de prendre le temps d'accompagner face à une difficulté particulière. Et ça, c'était un des aspects, c'est l'idée, entre guillemets, de désengorger les guichets en permettant aux professionnels d'avoir peut-être des ressorts, des techniques et un espace pour pouvoir mieux accueillir les personnes qui se présentent. Et donc c'est comme ça qu'on peut imaginer aussi peut-être mieux orienter vers une deuxième étape. Parce que tout n'est pas résolu par ce premier contact. Et après ce premier contact, il se passe quoi ? Alors l'idée du groupe, c'est de se dire, on a souvent des demandes pour les usagers qui sont en lien avec des démarches administratives, quelquefois en lien avec des difficultés face au numérique, mais la plupart du temps, de toute façon, c'est une situation de blocage, et donc il y a un besoin d'une solution. Ce qu'on s'est dit, c'est que ce que le groupe a imaginé, c'est ce que nous, on a appelé un atelier passerelle. C'est-à-dire qu'on donne rendez-vous à cet usager dans les jours qui suivent, pas plus d'une semaine après cette première détection, pour faire face à une démarche. Quel est le problème ? Quel est le blocage ? Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Ça peut être tout simplement, puisque c'était un des exemples qu'on avait eu dans la réflexion, ça peut être l'inscription pour les activités périscolaires à un club de sport et le formulaire pose une difficulté à l'usager. Ça peut être des questions beaucoup plus compliquées sur le plan administratif, mais l'idée de cet atelier, c'est que justement, on puisse prendre le temps, en proposant de 1 à 3 rendez-vous, d'accompagner face à la démarche administrative ou la situation de blocage pour permettre d'identifier les meilleurs interlocuteurs et puis résoudre des situations assez rapidement. Forcément, vous le devinez, j'en viens à vous demander quels ont été les gains et les résultats qui ont été obtenus à l'aide de cette méthode. Alors, on est sur une phase expérimentale. Comme on est sur un prototype, il s'agit, après avoir imaginé ce type de mécanisme, de le rôder, de le penser peut-être de manière plus précise dans sa mise en œuvre physique, quels seraient les lieux, quelles seraient les implantations, quels seraient les interlocuteurs. Et c'est là qu'on revient à la question du maillage des acteurs. On a eu la chance, dans le territoire dans lequel on était, d'avoir une agence de Pôle emploi, d'avoir un CCAS, donc l'agence de Pôle emploi à Maubeuge dans le quartier de la Gare, le CCAS de Fourmies, qui ont été tout de suite très volontaires pour se porter comme candidat pour être territoire d'expérimentation. Ce qui signifie qu'on a testé la mise en place de cette solution à leur guichet, avec leurs équipes. On a un premier regard qui a été pas mal impacté par la crise sanitaire, puisque, pour le dire en transparence, l'expérimentation en conditions réelles devait démarrer le 17 mars 2020. Donc on était le jour des annonces pour le confinement. Donc ça a quand même percuté cette première mise en place. Par contre, ça n'a pas empêché de mener la première étape de ce travail, qui était de former les professionnels à la détection. D'imaginer comment on peut détecter dans son rôle d'accompagnant cette difficulté, comment on peut trouver les bons mots pour aborder le sujet, et comment on peut construire cette relation de confiance. Donc on s'est appuyé sur ce travail-là. Les professionnels, pendant la crise, ont été très fortement sollicités, et on s'est appuyé sur leur expérience pour rebondir donc en 2021 et roder un peu le dispositif. La première étape, ça a été de se dire, on a dans notre collectif de travail une association
qui a détecté ou vers qui on a orienté des personnes, on va travailler avec certaines personnes qui sont accompagnées dans l'association. On va leur demander ce qu'elles en pensent. On va imaginer ce que nous, on appelle un point de contact du quotidien et leur demander ce qu'elles pensent de cet aspect-là. Et donc, il y a eu une première réflexion avec ces personnes-là pour leur demander de nous appuyer peut-être à modifier certains protocoles d'expérimentation. Ça, c'était vraiment la première étape de phase test. La phase de test, on a pu la mener donc entre mai et juin de l'an dernier, notamment au CCAS de Fourmies, durant un espace qui a duré, je pense, 6 semaines, en conditions réelles, une fois que l'accès au guichet d'accompagnement était à nouveau possible, et on a détecté une dizaine de personnes. C'est un panel de 10 personnes, dont 8 personnes étaient repérées comme en difficulté, et on a réussi à en orienter quasiment la totalité de ces 8 personnes. Alors, à la fois pour un accès direct auprès d'un organisme de formation, et aussi pour un appui associatif. En tout cas, ça signifiait concrètement pour le centre communal d'action sociale à Fourmies, ne pas avoir à faire la démarche intégralement le jour où la personne se présente au guichet, la plupart du temps en tension face à une difficulté, mais réussir à avoir un bon maillage et un accompagnement en plusieurs étapes. On peut imaginer l'intervention de différents types de guichets. Vous pensez à quel type de structure ? Alors, on s'était posé dans le groupe de travail, ça m'y fait repenser, la question de la limite de ce qu'on peut demander à un atelier passerelle comme celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de demandes qui sont liées aux besoins sociaux, à des urgences sociales auprès des CCAS, auprès de l'ensemble des travailleurs sociaux au sens large. Et après, il y a des questions plutôt administratives, de gestion notamment, j'ai envie de dire, des démarches d'accès à l'emploi ou d'indemnisation par Pôle emploi. Et donc notre objectif, c'était justement d'être en capacité de dire aux usagers, là, on peut vous aider sur ce type de démarche. On peut, par exemple, faire le formulaire d'inscription au club de foot. On peut s'en charger avec vous. Cet atelier peut avoir vocation à vous aider à mener et à écrire avec vous ce formulaire. On peut, l'espace des 3 ateliers qu'on peut vous proposer, des 3 séances dans cet atelier qu'on peut vous proposer, on peut remplir ce type de démarche. Par contre, on va après vous orienter vers les bons acteurs professionnels. Moi, je ne vous cache pas que ça, c'est une des étapes que j'attends particulièrement de l'expérimentation, c'est qu'on puisse inviter les acteurs de ces guichets, peut-être à venir présenter leur rôle, leur institution, mais surtout montrer à l'usager qu'ils ont des interlocuteurs dans ces instances qui pourront les aider. L'exemple que je prenais souvent, c'est que vous avez au sein des organismes de formation, auprès des demandeurs d'emploi en formation, beaucoup de professionnels de la formation qui aimeraient peut-être quelquefois faire un peu plus, ou qu'on leur permette de présenter l'offre. Et un mot qui était revenu de la part des professionnels, c'est quelquefois rassurer l'usager par rapport au cap que peut représenter le passage en formation. Et l'idée de cette proximité, c'est de se dire, il y a des choses qui pourront être faites en accompagnement, et après, on renvoie aussi à la capacité de l'usager à démarrer son parcours, dans lequel on l'accompagne, mais on ne fait plus à sa place. Je disais souvent, et c'est quelque chose qui revient d'ailleurs de ce type de méthode, c'est qu'on rencontre des personnes en face de soi. Les usagers ont besoin aussi quelquefois de se dire, je ne vais pas aller dans le centre de formation, mais je vais rencontrer une personne qui va m'aider. Et c'est notamment un des bénéfices de ce type de réflexion, c'est de se dire, je ne suis pas une formatrice, je m'appelle Sylvie. Et je travaille dans cet organisme de formation. Et c'est notamment ce qui est beaucoup revenu de la part des professionnels, c'est la capacité peut-être à nouer ce lien-là à travers ce qu'on appelle le sourcing des publics dans les démarches de financement, mais effectivement, c'est de se dire comment on maille ce territoire, comment on présente l'offre. Il y a donc forcément un postulat de départ avec nécessairement une offre de formation à optimiser ou à compléter. Alors oui, ça c'est vrai que c'était un des points de départ institutionnels, si j'ose dire, et ça le conseil régional qui gère la formation en région nous a aussi beaucoup aidé à bien comprendre ce qui se passait, et ils sont demandeurs qu'on les appuie d'ailleurs à travers cette démarche à mieux identifier les leviers d'action, puisque il y a des sessions pour de la formation au savoir de base qui sont proposées, mais qui sont insuffisamment occupées. Alors les chiffres varient, mais on sait qu'il reste de nombreuses places à pourvoir, et c'est un des enjeux. C'est effectivement de se dire comment on amène le public cible vers l'offre qui leur est destinée. Comment on présente une offre de formation à quelqu'un qui est susceptible de la fréquenter, puisqu'elle vise
justement répondre à sa difficulté. Moi, j'avais tendance à parler de parallèle avec un échantillonnage sur des démarches commerciales, c'est-à-dire qu'on fait une petite découverte du produit, si j'ose dire, pour aussi montrer que c'est accessible, qu'on peut s'y sentir à l'aise, et ça peut améliorer justement cette fréquentation. Sachant que l'idée de ce projet, c'est vraiment d'améliorer la fréquentation et puis améliorer le repérage. Et quelles sont les suites qui vont être désormais données au projet ? Alors les suites justement, c'est pour l'instant l'attente de la réponse concernant la demande de soutien qu'on a fait à la délégation à la transformation publique pour mener l'expérimentation à l'échelle des 2 arrondissements, donc d'Avesnes-sur-Helpe et de Vervins, qui sont un territoire d'action prioritaire pour l'État, pour la région, pour les collectivités, dans le cadre d'un pacte pour la Sambre, l'Avesnois et la Thiérache. Donc c'est une coordination des moyens publics pour faire de ce territoire prioritaire, justement, un territoire dans lequel on expérimente et vers lequel on concentre des moyens, puisque les besoins sont plus forts qu'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait identifié dès le départ, et l'expérimentation, si on peut la mener selon les critères qu'on avait en tête, ça nous permettrait d'avoir un regard plus riche sur l'expérimentation que sur notre territoire test, même s'il a déjà le mérite de nous donner une première lecture de sa mise en œuvre. Nous arrivons malheureusement au terme du temps qui nous était imparti. Toutes les références citées au cours de cet épisode seront mentionnées sur la page dédiée au podcast. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, bien évidemment, retrouvez l'ensemble de ceux qui sont déjà disponibles sur le site du C2RP comme sur vos plateformes favorites d'écoute. Un grand merci Arnaud Léniel, à bientôt. Merci à vous. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.